Cérès a été découvert en 1801. Donc c'est l'époque où on commence à réaliser que, dans le système solaire, entre les orbites de Mars et de Jupiter, il y avait donc tout un ensemble de corps que l'on appelle aujourd'hui la ceinture principale d'astéroïdes. Est-ce que vous voyez réellement, parce que moi, de là où je suis, j'ai l'impression qu'on ne voit rien. C'est parce que je suis le petit, vous voyez clairement. Je peux couper les deux lumières, mais pas une. Si ça ne gêne pas pour le... Oui, je veux bien. Parce qu'en plus, j'ai la lumière dans les yeux, donc j'aime pas. Voilà. Donc, brièvement, avant d'en venir aux astéroïdes, je vais tout de même parler donc, des météorites ordinaires, enfin, qui sont... Donc, beaucoup sont des bouts d'astéroïdes, mais pas toutes, comme vous allez le voir. Alors, il y a un type de météorites qu'on appelle des chutes. Donc les chutes, ce sont effectivement les météorites que l'on voit tomber, que l'on voit chuter, traversant le ciel sous la forme d'un météore, comme vous le voyez là. Donc par exemple, il y a une dizaine de chutes qui sont observées en moyenne en France chaque année. Non, pardon, dans le monde, excusez-moi. Une dizaine de chutes dans le monde qui sont observées en moyenne par an. Voilà. Une chute récente, pas la toute récente, je vous en parlais évidemment, qui m'avait fait quand même assez amuser, c'était au mois d'août 2012. Une personne était partie en vacances et quand elle est revenue dans sa petite maison en Île-de-France, elle avait vu qu'il y avait une fuite d'eau dans sa toiture. Elle a fait venir le couvreur et le couvreur a trouvé une petite pierre noire qui avait percé le toit. Donc ça a été identifié comme une météorite. Donc rien d'extravagant, sauf que la dame s'appelait Madame Comète. Il fallait le faire. Voilà. Parmi les chutes récentes, une chute en Sibérie déjà, vous savez, beaucoup de chutes en Sibérie, c'est normal, c'est le plus grand pays du monde. En 1947, la chute de Chicotaline, où une météorite de 70 tonnes s'est écrasée donc, dans des territoires heureusement désertiques de la Sibérie, a dévasté également une forêt et s'est fragmenté évidemment en plusieurs morceaux, comme c'est très souvent le cas lorsque ce sont des météorites pierreuses et non pas des météorites métalliques, et avait fait plus de 120 cratères. Une autre chute assez pittoresque, bon tout ça c'est beaucoup d'anecdotes sur les météorites que je raconte dans mon livre, mais que ce soir je n'aurai pas le temps de raconter, et notamment également des anecdotes historiques tout à fait anciennes sur les superstitions. La façon dont, notamment dans l'époque romaine, certaines météorites étaient adorées comme des divinités. Donc ça s'est produit aux États-Unis, la chute de Peekskill, qui est une pierre de 12 kg qui a percé le capot d'une voiture. La voiture était au garage, enfin, était hors du garage, il n'y avait personne dedans heureusement. Et la voiture a pris une grande valeur pour avoir été dévastée par une météorite. Donc elle a été revendue 20 fois son prix à l'Argus, parce que c'était une très vieille voiture. Voilà, on n'espérait pas trop tout de même recevoir tout de même une météorite sur votre voiture. Alors, l'actualité étant ce qu'elle est, comme vous le savez, le 15 février 2013, il y a eu une pluie de météorites au-dessus de l'Oural, dont, alors vous avez tous vu ce film. Je me demande bien pourquoi il ne marche pas. Normalement, il devrait marcher. Ah, mais si, ça marche. Pardon, oui. J'étais impatient. Mais non, ça ne marche pas. Ah, voilà. Voilà, donc la météorite arrive dans l'atmosphère, elle se scinde en une pluie de fragments avec un éclair de lumière, voilà. Puis donc elle va se perdre, heureusement, en dehors de la ville de Tcheliabinsk. Voilà. Donc ça, c'est une autre vue où on montre l'effet d'éclairement de l'atmosphère. Voilà. Et donc, les chercheurs ont estimé qu'à son entrée dans l'atmosphère, la météorite devait faire environ 17 mètres et peser donc 10 000 tonnes. Elle s'est désintégrée entre 30 et 50 km d'altitude pour donner donc une pluie de fragments. Donc, on en a retrouvé quelques-uns. Il y en a un probablement qui est tombé dans un lac, qui était gelé évidemment en Sibérie. Et l'énergie estimée est égale à environ 30 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima. Voilà, donc déjà ça donne une idée de l'importance de ces impacts. Alors ça, donc, ce sont les chutes. Ensuite, il y a une deuxième catégorie que l'on appelle des trouvailles. Donc les trouvailles, ce sont les météorites qui sont tombées dans le passé, il y a plus ou moins longtemps, et que l'on trouve comme ça. La plupart du temps, évidemment, c'est dans le désert que l'on trouve. Donc la plus grosse trouvaille connue se trouve en Namibie. C'est la météorite de Roba, elle pèse 66 tonnes. Alors dans l'image de gauche, vous la voyez au moment de sa découverte, en creusant un petit peu la terre.
Et puis évidemment, le propriétaire du champ, aujourd'hui, enfin, fait construire un petit des gradins pour faire des conférences et faire payer l'entrée. C'est un petit peu la taille maximum d'une météorite qui peut arriver sur Terre voilà, sans se casser en d'autres morceaux. C'est une météorite justement métallique, donc elle a une meilleure cohésion que les météorites pierreuses. Et au-dessus, en fait, bien au-dessus, les météorites, pour les tailles supérieures, les météorites se désintègrent. Alors les trouvailles, elles se trouvent, comme je le disais, essentiellement dans les déserts. Donc on pense évidemment aux déserts de sable, mais il ne faut pas oublier les déserts de l'Arctique et de l'Antarctique, surtout évidemment de l'Antarctique. Donc bon, là, vous voyez deux vues qui vous rappellent ça. Et je vous rappelle donc en Antarctique, il y a donc un grand nombre de champs d'exploration pour les météorites, dont la fameuse météorite d'origine martienne ALH 84001, je n'aurai pas le temps de vous en parler, a été découverte en Antarctique. Voilà. Alors la classification rapidement des météorites, il y a ce qu'on appelle les pierreuses, les ferreuses, et puis un mélange des deux, donc des ferropierreuses. Donc les pierreuses sont essentiellement des silicates, représentent 93% dans l'ensemble des météorites, et elles-mêmes se subdivisent en des météorites qui ont des inclusions cristallines que l'on appelle des chondres, donc ces météorites-là on les appelle des chondrites, et les autres, celles qui n'ont pas de globules, n'ont pas d'inclusion cristalline, ce sont des achondrites, et dans les chondrites, il y a les chondrites ordinaires, et puis des chondrites particulièrement intéressantes, je vais en dire un mot, qui sont les chondrites carbonées. Les ferreuses, donc, représentent à peu près 6%, elles sont essentiellement constituées de fer et de nickel, alors celles-là, en général, sont magnétiques, donc on peut les repérer comme ça en première analyse avec un aimant. Et puis elles ont une densité supérieure à la plupart des roches terrestres. Et puis donc il y a un mélange des deux, donc les lithosidérites. À cela, il faut rajouter ce qu'on va appeler le groupe terrestre, c'est-à-dire les tectiques et les météorites lunaires. Alors les tectites, ce sont en fait des mélanges d'une météorite qui s'est mêlée, qui a fondu avec des roches terrestres. Et donc la tectite, c'est le résultat de cet amalgame. Et puis les lunaires, ce sont des météorites d'origine lunaire qui sont arrachées à la Lune par des impacts. Et il y a des bouts qui arrivent sur Terre. Et comme vous le savez, il y a des météorites martiennes absolument fascinantes. On envoie des robots et des missions extrêmement coûteuses sur Mars. Il y a des morceaux de Mars qui arrivent aussi sur nous. Mais elles sont très rares, ces météorites-là. On a à peu près repéré, identifié une cinquantaine. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors justement, l'origine des météorites, hors les lunaires et les martiennes, eh bien, les chondrites, c'est-à-dire les météorites à globules, les météorites pierreuses à globules, viennent de la nébuleuse présolaire. C'est-à-dire donc ce vaste nuage de gaz et de poussière qui précédait la formation de notre système solaire et dont notre système solaire est le résultat de la condensation il y a 4,56 milliards d'années. Donc ces chondrites-là, ce sont les objets les plus anciens que l'on puisse trouver dans le système solaire, parce qu'elles datent de la naissance même de notre système solaire. Les achondrites, beaucoup sont composés de basalte, beaucoup viennent donc d'astéroïdes, notamment Vesta, qui est un des très gros astéroïdes, donne beaucoup d'achondrites, les météorites lunaires également. Les sidérites viennent de cœurs d'astéroïdes plutôt de type métallique, et puis les lithosidérites viennent d'astéroïdes plutôt pierreux, plutôt silicatés. Voilà. Je vais très vite sur ces choses-là, parce que vous aurez beaucoup plus de détails dans la conférence spécifiquement des météorites, dont là deux images, l'une montrant une vue d'artiste de la nébuleuse présolaire, avec donc des grains de poussière interstellaire interplanétaire qui se condensent en petits cailloux. Les autres se condensent pour former les planètes, comme vous le savez, puis il y en a qui se forment des petits cailloux, puis ces cailloux gravitent dans le système solaire, et de temps en temps, il y en a qui rentrent en interaction avec le champ de gravité terrestre et tombent sur Terre. Donc on a des chondrites. Et puis à droite, vous avez une vue rapprochée de Vesta, lors d'une mission spatiale récente bien connue. Vesta, le même criblé d'une grande quantité de cratères d'impact, comme vous le voyez sur ce fichier spectaculaire. Alors, je précise, si ça vous intéresse, à la fin, brièvement, je pourrais vous montrer 2-3 météorites que j'ai apportées, notamment ici j'ai un petit bout de Vesta. J'ai un petit bout de Vesta. Voilà. Puis j'ai un petit bout de météorites pierreuses ordinaires. Alors, je vais vous parler des météorites qui viennent de la nébuleuse présolaire. Donc le schéma que l'on s'est fait sur la formation de notre système solaire, c'est l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière provoqué par l'explosion d'une supernova. L'onde de choc produite par la supernova, c'est-à-dire la bulle de gaz qui se dilate dans l'espace,
va se propager, un peu comme un bulldozer dans le milieu interstellaire, et lorsqu'elle rencontre un vaste nuage d'hydrogène moléculaire, elle va éventuellement le comprimer et le faire se condenser, et on assiste donc à la formation d'une ou de plusieurs étoiles. C'est la mort d'une étoile qui va engendrer finalement la naissance de nouvelles étoiles. Voilà, donc on a le stade premier, contraction de la nébuleuse présolaire. L'essentiel de la matière se met dans un disque aplati à cause du moment angulaire. Dans ce disque, la gravité sélectionne des zones plus favorables que d'autres. Donc on a des anneaux protoplanétaires, et puis dans les anneaux, vous avez des grumeaux. Et dès que vous avez un grumeau, la gravité fait grossir les grumeaux au détriment en faisant le vide autour, et on a donc des planètes qui sont formées. Alors comme vous le savez, ce scénario est confirmé par beaucoup d'observations d'étoiles qui sont actuellement en formation, pas nécessairement déclenchées par l'explosion de supernova. Il y a beaucoup d'autres phénomènes qui peuvent présider à la condensation de